Bonjour et bienvenue dans notre second cours sur le JavaScript et premier cours immersif dans ce langage. Aujourd'hui, nous allons apprendre à manipuler les variables en JavaScript. Je vous conseille vivement de voir à partir de maintenant tous les cours jusqu'à la fin parce que les fondamentaux que nous allons apprendre en JavaScript sont communs aux autres langages de programmation. Si vous comprenez donc les fondamentaux du JavaScript, il vous sera plus facile d'apprendre n'importe quel autre langage de programmation tel que le C, le C++, le Java, le PHP et Python et puis les autres langages de programmation. Là, c'est vraiment du sérieux, alors je vous prie d'être le plus concentré possible. Je vous fais une petite topo de ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons apprendre en l'occurrence ce qu'est une variable et à quoi elle sert, comment nous pouvons déclarer et initialiser ou modifier même la valeur d'une variable en JavaScript. Nous allons également voir les types de variables qui existent, comment tester l'existence d'une variable ou vérifier son type. Comment utiliser des opérateurs arithmétiques pour effectuer des calculs simples et sur les variables. Nous parlerons également de la concaténation, de comment interagir avec l'utilisateur, de comment convertir une chaîne de caractères en nombre et l'inverse. Ce sont des notions vraiment fondamentales en JavaScript alors, à moins que vous ne soyez sérieux et que vous vouliez vraiment apprendre le langage JavaScript, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Vous saurez alors quand les autres cours seront disponibles et vous pourrez continuer d'apprendre le langage JavaScript avec la Team 0. Alors, c'est quoi une variable et à quoi est-ce qu'elle sert? Eh bien, en programmation et en algorithmique en général, une variable, c'est un objet qui contient une donnée dont la valeur est susceptible d'être modifiée au cours de l'exécution du programme ou alors de l'algorithme. Je vous dis ça simplement, comme toujours, une variable, ça va fonctionner comme un conteneur identifié. Vous pourrez alors stocker des choses à l'intérieur, essayer de savoir ce qui est stocké à l'intérieur, donc accéder à son contenu, voire même remplacer ce qui est stocké à l'intérieur. C'est la même chose en JavaScript. Le fait est que absolument tous les programmes informatiques, les applications Android, les applications iOS, les logiciels pour Windows et tous les autres programmes informatiques et logiciels que vous connaissez utilisent des variables. C'est incontournable. Les variables vont servir aux programmeurs à stocker et manipuler les données dont ils ont besoin, dont leurs programmes informatiques ont besoin pour fonctionner correctement. Imaginez par exemple que vous êtes en train de développer un simple jeu, un jeu qui va demander à l'utilisateur de deviner le nombre que vous avez généré automatiquement entre 0 et 100 par exemple. Il faudra bien que vous stockiez et le nombre que vous avez généré dans votre programme et le nombre que l'utilisateur va entrer afin de le comparer au nombre que vous avez généré. Pour effectuer ce travail de stockage des informations, des données, on utilise des variables. C'est la même chose avec les autres grands jeux que vous connaissez. Désolé si je vais loin, je prends ces exemples pour que vous compreniez concrètement dans la pratique à quoi servent les variables. Dans les autres jeux, par exemple, vous avez généralement un niveau de vie. C'est souvent sous forme de points. Et à chaque fois que vous subissez des dégâts, votre niveau de vie diminue. Eh bien, je peux vous assurer que dans le programme informatique, dans le code source de ce jeu, votre niveau de vie correspond à une variable qui est stockée en mémoire. La mémoire ici correspond à la RAM. À chaque fois que vous subissez des dégâts, il suffit au programme informatique de retrancher un certain nombre, une certaine quantité à cette variable qui probablement est numérique. Et une fois que cette variable a décrémenté jusqu'à 0, eh bien vous êtes mort. Si ce n'est pas assez clair pour vous, n'ayez crainte. À mesure que nous allons avancer, vous comprendrez de mieux en mieux à quoi servent les variables et comment vous pouvez les utiliser. Pour déclarer une variable en JavaScript, on utilise une syntaxe bien définie, constituée d'un mot-clé et du nom de la variable en question. Le mot-clé en question peut être var comme ceci, ou alors let. Il y a une différence entre les deux mots-clés et je vous donne ces deux petites différences à la fin de cette vidéo. Le mot-clé le plus à jour est let, c'est donc let que nous allons utiliser pour déclarer nos variables. Il nous suffit alors de mettre let suivi du nom de notre variable.
Le nom de notre variable peut être n'importe quoi qui respecte les trois conditions que je vais énumérer à présent. Il devra toujours commencer par une lettre ou un underscore et ne devrait pas commencer par un chiffre. Le nom de notre variable ne pourra contenir que des lettres, des chiffres et des underscores, donc des caractères alphanumériques. Et le nom de notre variable ne doit pas contenir d'espace. Choisissons le nom de ma variable pour notre variable ici. Et la déclaration d'une variable étant une instruction, nous allons terminer par un point virgule. Déclarer une variable ainsi, c'est demander à l'ordinateur de nous réserver un espace en mémoire, dans la RAM en l'occurrence, que nous allons utiliser pour stocker des informations. Ou encore mieux, que notre programme va utiliser pour stocker des informations. Si nous avons plusieurs variables à déclarer, nous pouvons les mettre sur la même ligne, ce qui nous dispensera d'utiliser plusieurs mots-clés let. Nous pouvons donc très bien venir ici et ajouter à nos variables. Nous pouvons déclarer une autre variable 1, une autre variable 2 et autant de variables que nous le souhaitons. Notons que le nom de notre variable ici ne peut pas être un mot-clé. Un mot-clé, c'est un mot qui fait partie de la syntaxe, c'est un mot qui est reconnu par le langage et dont l'interpréteur ou le compilateur se sert pour comprendre les instructions que nous écrivons. Let ici par exemple, c'est un mot-clé, nous ne pouvons donc pas l'utiliser comme nom de variable. Var également, c'est un mot-clé, nous ne pouvons pas aussi utiliser var comme identificateur, comme nom de variable ou de fonction. Comment initialiser notre variable? Maintenant que nous avons notre adresse, notre espace mémoire réservé avec la déclaration de la variable, nous pouvons lui mettre sa première valeur de deux façons. Nous pouvons soit directement mettre la valeur ici lors de la déclaration. Je peux par exemple mettre la lettre mavar égale 2. Ou alors nous pouvons ensuite, après la déclaration, faire appel à notre variable et lui affecter une valeur avec le signe égal, avec l'opérateur égal. Notons ici que le mot-clé let ne sert qu'à déclarer la variable. Ensuite, comme ici, lors de son utilisation, nous faisons juste appel au nom de la variable sans le mot-clé let. Notez également que l'opérateur égal ici n'est pas l'opérateur égal mathématique que vous connaissez. Il s'agit ici de l'affectation. Va1 égale 1 signifie dans va1, je mets la valeur 1. Une dernière chose sur la déclaration des variables, vous pouvez initialiser plusieurs variables en même temps si vous souhaitez leur donner la même valeur. Nous pouvons donc initialiser ici va1 en même temps que var2 et dire va1 égale va2 égale 1. Cette ligne-ci aura pour effet d'initialiser var2 à 1 et var1 également à 1, ce 1-ci bien sûr. Pour modifier la valeur stockée dans une variable, il vous suffit de faire le nom de la variable égale la nouvelle valeur. Au départ, ma variable ici était 2. Mais ensuite, je peux changer la valeur qui est à l'intérieur et dire ma variable vaudra désormais 3. Vous vous souvenez, l'interpréteur lit notre code de haut en bas et donc la valeur d'une variable pour elle, c'est la dernière valeur que nous avons affectée à cette variable. Une autre petite chose, JavaScript est sensible à la casse. Si vous mettez donc ici ma var i majuscule à bleu, ne pensez pas que c'est ma variable qui est ici. Ma variable ici n'est pas la même variable qui est en haut. Utilisez donc identiquement les minuscules et les majuscules lorsque vous déclarez et utilisez vos variables. Parlons maintenant des types de variables. À quoi servent même des types de variables? Vous vous souvenez au départ, je vous ai dit, déclarer une variable, c'est demander à l'ordinateur de nous réserver un espace dans la mémoire que nous allons utiliser pour stocker nos données. Cependant, vous le savez, la mémoire est limitée. La RAM, en l'occurrence, est limitée. Et en fonction de la nature de la donnée que nous voulons stocker, la quantité mémoire requise sera différente. Imaginez-vous
Si vous voulez garder un petit livre dans un carton, ce petit livre ne prendra pas autant d'espace qu'un dictionnaire. Ce concept n'échappe pas à la mémoire dans les ordinateurs. Le type d'une variable nous permet d'informer l'ordinateur sur la nature de nos données, sur le fait que c'est un dictionnaire ou un petit livre. Et en fonction de ça, l'ordinateur saura donc quelle quantité de mémoire réserver pour nous. Le souci ici étant de ne pas gâcher de l'espace. Je vous montre les trois principaux types de variables que nous pouvons utiliser en JavaScript. Premièrement, nous avons le type numérique. C'est en l'occurrence le cas ici. Les types numériques permettent de stocker des nombres entiers ou des nombres décimaux. Sachant que, étant dans le système anglo-saxon, 1,5 sera un point 5. Dans certains langages dits à typage statique, vous êtes obligé de préciser le type d'une variable lorsque vous déclarez cette variable. C'est le cas en C par exemple, où on commence par définir d'abord le type d'une variable avant même son nom. Il existe aussi des langages à typage dits dynamiques où vous n'êtes pas obligé de préciser le type de la variable. En fonction de la valeur que vous stockez dans cette variable, l'ordinateur détermine son type, ou plutôt le traducteur, le compilateur. C'est le cas ici en JavaScript. Le type numérique est connu sous le nom number dans le langage de programmation number comme ceci. Il existe aussi le type chaîne de caractères. Ce type représente n'importe quel texte. Ce type étant assigné automatiquement, il nous suffit de déclarer notre variable texte, par exemple, et de l'initialiser avec notre texte en question. Ça peut être mon premier texte. Texte, voilà, mon premier texte. Il y a quelque chose que vous remarquez ici. Pour le type chaîne de caractères, nous sommes obligés d'utiliser soit les simples quotes, soit les doubles quotes pour marquer le début et la fin de notre texte. Quand utiliser les simples quotes et quand utiliser les doubles quotes, eh bien, c'est à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez, mais tenez compte de ce que je vais vous dire maintenant. Imaginez par exemple qu'ici, notre texte soit plutôt je m'appelle Osériste, mon prénom. Voilà. Ici, c'est 2 L, hein, toi pour moi. Vous voyez qu'ici, j'ai l'apostrophe dans mon texte. Donc, la simple quote. Si j'avais utilisé ici les simples quotes, donc ceci, et puis cela, vous voyez très bien que ça génère une erreur parce que la simple quote est censée marquer le début et la fin de mon texte. Pourtant, à l'intérieur de mon texte, il y a une simple quote. Comment je fais donc? Eh bien, pour la simple quote, qui n'a rien à voir avec le début et la fin, donc qui n'a rien à voir avec la syntaxe, il nous suffit de l'échapper avec un anti-slash. Voici l'anti-slash. Donc, si nous avons délimité notre texte par les doubles quotes et que notre texte lui-même contient des doubles quotes, eh bien, nous devrons échapper ces doubles quotes à l'intérieur du texte avec un anti-slash avant le caractère en question. De même, si nous avons délimité notre texte par des simples quotes et que notre texte contient des apostrophes, nous serons alors obligés de même d'échapper absolument tous les simples quotes qui seront dans notre texte avec un anti-slash avant la simple quote en question. Si votre texte ne contient que des simples quotes, alors il vous suffit de mettre comme délimiteur les doubles quotes et vous ne serez plus obligé ici d'échapper vos simples quotes. Donc là, ça marche parfaitement. Tout à l'heure, je vous montrerai comment faire pour afficher le contenu d'une variable. Nous avons aussi le type booléen en français, qui ne peut prendre que des valeurs true ou false. Il s'agit de oui ou alors de non. Notons également que ici, true et false sont des mots réservés. Notre variable, notre nom de variable ne peut donc pas être true. Vous voyez, ça ne marche pas avec ici, je sais pas moi, vous l'appelez comment déjà, le debugger, qui nous souligne ici qu'il y a une erreur parce que true, c'est un mot réservé. À la place, nous allons mettre is
through, comme ceci. Étant une variable booléenne, sa valeur sera soit le through, qui est le mot-clé, soit le false, qui est le mot-clé. Les booléens ne peuvent donc que posséder deux états, l'état vrai pour true et l'état false et l'état faux. Autant pour moi pour false. Ces notions sont vraiment importantes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Maintenant, comment tester l'existence d'une variable ou alors son type? On utilise l'instruction typeof. Je vous montre comment ça s'écrit, typeof, suivi du nom de la variable. Donc, typeof, ma variable ici, va tester l'existence de la variable, ma variable. Si cette variable est déclarée et contient une donnée, une information, eh bien typeof, donc cette instruction, typeof, nom de variable, renverra le type de la variable en question. Si cette variable est déclarée mais ne contient rien, ou alors n'est tout simplement pas déclarée, l'instruction typeof, nom de la variable, renverra undefined. Testons ça tout de suite et affichons le résultat dans un alerte. Alerte, vous vous souvenez, l'instruction alerte, la fonction alerte, permet d'afficher quelque chose dans une boîte de dialogue à l'écran. Ici, on ne va pas afficher un texte cru, mais on va afficher le résultat de l'instruction typeof, nom de ma variable. On va actualiser, voir ce que ça nous donne ici. On actualise. Eh bien, j'ai cette page qui indique number. Et donc, le type de notre variable ici, ma variable, est number, comme vous pouvez le voir ici. Testons plutôt le type de la variable texte. Texte. Voilà, donc cette variable-ci, celle-ci, tant pour moi. On va actualiser. Eh bien, j'ai cette page indique string. Et c'est normal parce que ici, notre texte, notre variable texte est une chaîne de caractères. Et je vous ai dit tout à l'heure, chaîne de caractères, c'est string. Ou pas. Dans ce cas, vous m'excuserez, mais je vous le dis maintenant. Donc, enfin, nous allons tester le type de la variable is true. Normalement, ça devrait être boolean. On actualise. Et voilà, nous avons bien boolean pour le type booléen. Testons maintenant une variable qui n'existe pas. Donc, ma var, tout simplement, ma var, je mets R. On va actualiser. Vous voyez, on a undefined, comme pour dire, cette variable-ci n'est pas définie. Et même si je définis la variable ici, donc ma var, comme ceci, mais que je ne lui affecte pas une valeur, que je ne l'initialise pas, vous allez voir, on actualise et le type reste undefined. Vous ne le voyez pas encore, mais cette instruction va vous être très utile très prochainement. C'est vraiment important, ces bases. Alors, essayez de les comprendre et de les retenir au maximum. Nous allons les réutiliser. Pour afficher le contenu d'une variable, nous avons trois possibilités. Pour l'instant, nous savons afficher les messages avec l'instruction alerte dans une boîte de dialogue. C'est dans la méthode que je vais vous montrer pour afficher le contenu d'une variable. Il ne suffit de mettre ici, comme paramètre de la fonction alerte, non pas du texte cru, mais un nom de la variable, le nom de la variable en question. On enregistre et si j'actualise ici, dans notre alerte, nous avons bien je m'appelle Osériste ici, ce qui est le texte de notre variable texte. Parlons maintenant des opérateurs arithmétiques. Comme opérateur arithmétique, nous avons en JavaScript d'abord les opérateurs de base que nous avons en mathématiques, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la division et puis la multiplication. Mais nous avons en plus, et généralement c'est commun aux autres langages de programmation, le modulo. Je vais vous expliquer la différence entre la division et le modulo. Donc l'addition, on va tester l'addition. Il vous suffit de faire 2 plus 3. Là, j'ai égal au lieu de plus. Voilà. Et vous allez voir que le résultat est bien 5. Pour la soustraction, c'est la même chose. On va mettre 2 moins 3, ce qui devrait nous donner moins 1, logiquement. Et puis pour la multiplication, vous savez, ça fonctionne pareil. Ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de manipuler les variables dans nos opérations arithmétiques. Notre variable ici, ma variable vaut 2. Et puis la variable 1 et var2 valent 1,5.
Nous allons donc afficher le résultat de ma variable ici. Pourquoi pas plus var 1. Ça devrait nous donner 2 plus 1 et demi, ça fait 3,5. Donc on va actualiser et effectivement, nous avons 3,5. Pour effectuer dans nos opérations arithmétiques sur les variables, il nous suffit de remplacer les opérandes par les noms des variables en question. Sachant que dans ce cas, lorsque nous appelons une variable ici, donc ma variable, il ne s'agit plus de la déclarer, mais il s'agit d'accéder à son contenu. En d'autres termes, ici, ma variable ici signifie tout simplement ce qui est stocké à l'intérieur dans 2. var1 ici signifie tout simplement ce qui est stocké dans var1 et donc 1,5. Il y a donc un principe simple que vous comprenez du coup. Pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé let. Pour accéder à son contenu, on utilise tout simplement son nom, sans le mot-clé let. À chaque fois que l'interpréteur verra le nom d'une variable sans le mot-clé let, eh bien, il remplacera ce nom de variable par ce qui est contenu dans la variable en question. Notez ici que nous pouvons également effectuer nos calculs et affecter cela dans une autre variable. Nous pouvons donc très bien ici, c'est dire ma var ici sera ma variable 1 à laquelle on va soustraire var2 comme ceci. Ensuite, nous allons afficher ici le contenu de ma var. Hop. On va actualiser ici. Nous avons bien 0,5, ce qui correspond à 2 moins 1,5 qui est ici. On va également tester une notion que je vous ai dit tout à l'heure. La valeur d'une variable, c'est la dernière valeur que nous lui avons affectée. Nous allons par exemple dire ici que ma var, hop, en majuscule, ma variable sera désormais ma variable elle-même plus 2, pourquoi pas. Donc, on met un point virgule, on va actualiser. Non. Ici, nous allons afficher le contenu de ma variable. On actualise et nous avons bien 4 ici, ce qui correspond à ce ci plus ce ci. Concrètement, cette instruction signifie, d'abord, je prends ma variable ici, donc c'est 2. Je lui ajoute 2, ça fait 4, et je mets le résultat dans ma variable. Ma variable vaut donc l'ancienne valeur de ma variable plus 2, et donc désormais ma variable vaut 4. Concrètement, pour la suite de notre code, ma variable vaudra 4, ma var ici vaudra le résultat ici, et bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Je vous parle maintenant de l'opérateur modulo. Le modulo retourne le reste de la division entière. Si nous prenons par exemple 10 divisé par 4, ça nous fait 2 et le reste de la division c'est 2. Donc 10 divisé par 4 ça fait 2 parce que 4 fois 2 ça fait 8. Et maintenant, pour quitter de 8 à 10, il nous reste 2. Le reste de la division c'est 2 et c'est ce reste que retourne l'opérateur modulo. L'opérateur modulo s'écrit comme ceci. D'ailleurs, testons ça tout de suite. On va mettre 10 modulo 4 et on va voir ce que ça va nous afficher là. Nous avons bien 2. C'est aussi simple que ça. Notez également que ici, nous pouvons utiliser les parenthèses pour définir l'ordre de priorité des calculs. Ça fonctionne exactement comme en mathématiques. On peut donc mettre ici, on va mettre ça directement ici, 18 autant pour moi, plus 8, entre parenthèses, tout ceci fois 2. Ça devrait nous faire 18 plus 8, ça fait 26 fois 2, ça devrait nous faire 54. On va actualiser ici, 52. Voilà, ça nous fait 52. Vous voyez que normalement, on a l'opérateur de multiplication qui est prioritaire. Donc, si nous avions mis comme ceci, sans les parenthèses, 18 plus 8 fois 2, ça nous aurait fait d'abord 8 deux fois, donc 16 plus 18, ce qui nous aurait donné 30 quelque chose, et justement nous avons 34. Vous pouvez donc utiliser très bien les parenthèses comme vous le souhaitez pour établir l'ordre des calculs, ou plutôt l'ordre de priorité des calculs.
Maintenant, je vous montre une toute petite astuce pour simplifier vos calculs. Vous voyez, ici, nous avons mis ma variable égale ma variable plus 2. Vous pouvez raccourcir ceci. Pour simplifier les calculs du genre, une variable égale les calculs sur la même variable, on peut utiliser ici une notation très courte. Au lieu de dire ma variable égale ma variable elle-même plus 2, je peux tout simplement mettre ma variable plus égale 2. Le résultat sera identique. D'ailleurs, on va afficher ici ma variable et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, on actualise. Là, tant pour moi. Nous avons bien 4. Cette opération-ci, justement, signifie donc à ma variable, j'ajoute 2. C'est la même chose avec le modulo, la multiplication, la division, la soustraction. On peut donc mettre ici ma variable égale ma variable elle-même modulo 2. En mettant ceci, ça nous fait 0. Le reste de la division, bah bien sûr que c'est 0. Ma variable égale elle-même fois 2. Comme ceci, ça nous fait 4. Ou plutôt égale elle-même fois 3. Ce qui nous fait 6 normalement. Variable plus égale, ici signifie variable égale variable elle-même plus. Variable multiplication égale signifie ma variable égale la variable elle-même fois, ce qui est ici à droite. Le nom de la variable moins égale quelque chose signifie tout simplement ma variable égale ma variable elle-même moins ce qui est ici à droite. Ça devrait nous donner moins 1. Super. Abordons une autre notion fondamentale sur la manipulation des variables, la concaténation. Concaténer signifie accoler, tout simplement. On va faire un test avec deux textes. On va supprimer ceci. Et ensuite, là, on va revenir ici. Voilà. On va dire var 1. Ça va être, je m'appelle. Et ensuite, var 2 sera mon prénom. Ou plutôt, vous mettez votre prénom. Hein. Moi, je vais mettre Osériste. Super. Et dans une autre variable, ça va être la variable texte. Nous, on va stocker le résultat de var 1 plus var 2. Hop, voilà. Et puis, nous, on va afficher le résultat de la variable texte. On regarde ici et ça nous donne, je m'appelle Osériste. Vous voyez bien qu'ici, texte contient la variable 1, ceci, accolé à la variable 2, celle-ci. Vous voyez donc que certains opérateurs, tels que le plus ici, peuvent servir à plusieurs choses en fonction du type de la variable, ou plutôt du type de l'un ou bien des types des opérandes. Si l'une des opérandes est une variable de type texte, le plus va fonctionner comme la concaténation. Si les deux opérandes sont des nombres donc de type number, le plus va fonctionner comme le plus mathématique que vous connaissez. Et vous voyez que la concaténation accole sans rien ajouter ni rien retrancher. Si nous voulons ajouter un espace, c'est donc à nous de l'ajouter soit ici, comme ceci, soit ici au début de la deuxième chaîne de caractères. Je m'appelle Osériste. Sachez que ici, vous pouvez aussi utiliser la syntaxe courte. On peut donc très bien ici mettre var 1 ici, plus, égale, l'autre texte qui sera Osériste, comme ceci. On va afficher le résultat ici de var 1 et hop, on est là. On affiche, vous voyez bien, je m'appelle Osériste. Bien sûr, je peux mettre mon espace ici. Et vous voyez, je m'appelle Osériste avec l'espace. Apprenons maintenant à interagir avec l'utilisateur. C'est une des notions clés. Il nous est possible de demander et de récupérer une donnée auprès de l'utilisateur dans une boîte de dialogue. Pour cela, on utilise la fonction prompt, comme ceci, prompt. Et entre parenthèses, nous mettons le message d'information qui sera affiché à l'utilisateur. On va lui demander ici son prénom. Nous, ça va être
quel est votre prénom comme ceci. Donc, on va mettre un point virgule là. Vous allez voir ce que va afficher cette instruction. Et hop, on actualise. Vous voyez, quel est votre prénom? Moi, je vais mettre Osiris, mon prénom. Justement, vous remarquez le texte d'information que nous avons rédigé ici. Quel est votre prénom? C'est le texte qui est affiché ici à l'utilisateur pour lui servir d'indication sur la nature de la donnée que nous attendons de lui. Je peux donc mettre OK là et Osiris sera envoyé. Vous voyez, nous avons bien mis là mon prénom, nous avons validé, mais rien ne se passe. C'est normal parce que nous avons demandé à l'utilisateur son prénom, mais nous n'avons rien fait du tout avec cette information. Ce que nous allons faire, c'est commencer par stocker cette information. On va pouvoir ici soit déclarer une nouvelle variable, soit utiliser une variable que nous avons déjà déclarée. Pour cela, nous on va stocker ça dans texte égale. Dans ce cas-ci, l'instruction prompt va retourner ce que l'utilisateur a entré et cette donnée sera stockée dans la variable texte. On va pouvoir ensuite donc réafficher ce que l'utilisateur a entré, sachant que cela se retrouve dans la variable texte. On va actualiser ici. Quel est votre prénom? Osiris. De même, je valide. Et dans ce cas, vous voyez, j'ai notre ensuite alerte ici qui affiche bien Osiris, ce que je viens d'entrer. On peut également actualiser et changer. Nous, on va mettre je m'appelle Jean. OK. Ensuite, nous avons bien notre variable texte qui vaut Jean. Vous pouvez donc ensuite utiliser ici cette variable comme étant la donnée que l'utilisateur a envoyée. Ce que nous, on va faire maintenant, c'est demander à l'utilisateur son prénom et ensuite lui dire bonjour. On peut ensuite dire tout simplement ici prompt égale une chaîne de caractères qui vaut bonjour concaténé à ce que l'utilisateur va entrer. Et hop, on actualise. On a bien ici Osiris, j'en ai marre. Et ensuite, nous avons bien bonjour Osiris. De même, ici, on peut utiliser comme opérande une autre variable. Donc, on va mettre notre bonjour ici. Majuscule activée, j'en suis désolé. Ici, on va mettre plutôt bienvenue. Et hop. Et là, on va concaténer le contenu de cette souris. Hop, voilà, var1 à ce que l'utilisateur va entrer. On actualise ici. J'ai bien Jean. Et ensuite, je m'appelle. Il y a quelque chose là qui... Ah, voilà, on a plus égal, c'est pas bon. Donc, c'est l'ancien contenu plus le nouveau. On actualise. Voilà, je m'appelle Jean. J'ai bien bienvenue, Jean. Utilisez ces connaissances à bon escient. On va faire exprès de commettre une erreur ici. Nous, on va mettre ici var1. Là, nous, on va mettre 10. Et ici, on va demander plutôt l'âge de l'utilisateur. Quel est votre âge? Ensuite, on va donc prendre son âge. On va ajouter 10 à son âge. Et ensuite, nous, on va afficher ici son âge plus 10. On est donc ici, on actualise. Quel est votre âge? C'est 45. Et ensuite, regardez ce que j'ai. Au lieu d'avoir 55, ce qui fait 10 plus 45, j'ai 10 et 45. Pourquoi? Regardez, on actualise. Là, je mets 10 ans. Donc, je devrais ici avoir 10 que j'ai entré là, avec prompt, plus 21, donc plus 10. Et ça devrait être 20. Pourtant, là, j'ai quoi? J'ai dit 10. Eh bien, c'est normal. L'instruction prompt, ici, récupère ce que l'utilisateur a envoyé et nous donne cette information sous forme de chaîne de caractères. Que l'utilisateur entre un nombre ou pas, l'ordinateur va nous renvoyer une chaîne de caractères. Vous comprenez donc que ce 10-ci, c'est bien un nombre, et pourtant ce 10-ci n'est pas un nombre. C'est une chaîne de caractères parce que nous avons mis des côtes. De même, ce 10-ci est une chaîne de caractères. Les nombres, eux, ne prennent pas de côtes, que ce soit les simples ou les doubles côtes. Peu importe la donnée qui est à l'intérieur, si cette donnée est encadrée par des simples ou des doubles côtes, eh bien cette donnée sera de type chaîne de caractères. Il se pose donc un problème.
Comment est-ce que nous faisons pour récupérer l'âge de l'utilisateur sous forme de nombre? Nous allons utiliser l'avant-dernière connaissance que nous allons acquérir ici. Comment convertir une chaîne de caractères en nombre? Il suffit pour cela d'utiliser une fonction JavaScript déjà écrite, la fonction parseInt. ParseInt. Entre parenthèses, cette fonction va prendre comme paramètre la chaîne de caractères à convertir en nombre. Nous, on va récupérer ici l'âge de l'utilisateur et mettre dans le texte. Et ensuite, on va déclarer une autre variable âge. Et cette variable-là contiendra la conversion de ce que l'utilisateur a entré en nombre. Donc, l'utilisateur ici va nous entrer son âge, ce qui va nous être donné comme une chaîne de caractères. Et ensuite, cette chaîne de caractères, nous allons la convertir en nombre. Nous pourrons donc ensuite afficher ici votre âge plus 10 égale. Et ensuite, on va accoler à cela, pourquoi pas âge plus 10 cette fois-ci. On va mettre les parenthèses comme ceci pour établir l'ordre de priorité. On va donc revenir là, on actualise. Quel est votre âge? Moi, je vais mettre 10. Et j'ai bien votre âge plus 10 égale 20. Je pouvais de même venir ici, je raccourcis les choses. Et moi, je mets l'âge ici, va être l'âge plus 10, comme ceci. Donc, je vais supprimer ça. C'est pour que vous gagniez en compétences. Donc, l'âge ici est un nombre, parce qu'on a récupéré ici prompt, qui donne toujours sous forme de texte. Et avec parseInt, on a converti le texte en integer, dont l'âge ici est un nombre désormais. Et à ce nombre, nous ajoutons 10. Ça devrait donc nous faire logiquement 20. Ensuite, nous pouvons ici concaténer. On peut de nouveau dire notre texte, il vaudra, et hop, il vaudra votre âge plus 10. Et on va concaténer avec l'addition. On concatène avec H. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que avec l'opérateur plus, si l'une des opérandes est une chaîne de caractères, eh bien cet opérateur fonctionnera comme étant la concaténation. On affiche texte tout simplement. J'ai texte ici qui est l'âge de l'utilisateur sous forme de chaîne de caractères. Je convertis ensuite cette chaîne de caractères dans l'âge de l'utilisateur en nombre. J'ajoute 10 à H, dans l'âge lui-même, plus 10, avec la syntaxe courte. Je concatène ce court texte-ci, cette chaîne de caractères, à la dernière valeur de H connue, donc 10 plus ce que l'utilisateur va entrer. Ceci donc est une chaîne de caractères qui contient votre âge plus 10 est effectivement l'âge de l'utilisateur plus 10. On affiche enfin ce texte. Regardons ce que ça donne ici. Quel est votre âge? 10. J'ai bien votre âge plus 10 est 20. On va mettre ici. Et hop, on va mettre et on va ajouter ceci. J'actualise. Quel est votre âge? Je mets 25. Et là, j'ai bien votre âge plus 10 est 35. Donc, ça marche nickel notre conversion en type numérique. ParseInt. Dernière notion sur la manipulation des variables que nous allons voir. Comment convertir un nombre plutôt en chaîne de caractères. Il nous suffit en fait de concaténer ce nombre-là à une chaîne de caractères vide. Déjà, nous savons ici que l'âge, la variable âge ici, est un type number. D'ailleurs, on va afficher ça ici. On va tester avec type of de age. Et hop, quel est votre âge? Je mets 50. J'ai bien le type of de age qui est number. Ensuite, on va faire quelque chose. On va convertir, on va reconvertir age ici qui est un numérique en chaîne de caractères. Je vous ai dit, c'est hyper facile. Il suffit qu'à age, je concatène avec plus égal ici une chaîne de caractères vide. Désormais, quand type of age, on a bien 50
et puis string, donc chaîne de caractères. C'est pour ça que vous avez remarqué avec l'opérateur plus, lorsque l'une des opérandes est une chaîne de caractères, le résultat final est une chaîne de caractères. Parce que l'opérande qui est un numérique a été convertie en chaîne de caractères car on lui a accolé un caractère ou une chaîne de caractères. Pour convertir donc un numérique en chaîne de caractères, il nous suffit de concaténer ce numérique avec une chaîne de caractères vide. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait beaucoup de choses que nous avons vues aujourd'hui sur la manipulation des variables. Ce n'est pas tout, mais c'est suffisant pour l'instant pour que nous puissions aborder d'autres notions. Si vous avez vu jusqu'ici, alors c'est que la vidéo vous a forcément plus été intéressante, ça a été utile. Alors un pouce bleu, un commentaire positif, je vous en remercie d'avance. Continuez de travailler et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de notre formation en JavaScript pour le web.